Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité dont on peut dire simplement et sans vouloir l'ennuyer, comme un état de fait, qu'elle est une des images les plus fortes de cette seconde partie du siècle, Audrey Hepburn. Avant de commencer cette émission et de rencontrer Audrey, je me demandais à quoi tenait ce charisme exceptionnel qui, de Vacances romaines à My Fair Lady, de Funny Face à Seul dans la nuit, en a fait une des personnes les plus admirées du cinéma, d'Hollywood, des photographes, des couturiers et du public, et sans doute aussi l'une des plus durables. Audrey Hepburn a toujours tourné assez peu, en choisissant attentivement ses rôles, mais demander à un producteur aujourd'hui ce qu'elle représente, c'est tout simple, c'est comme Brando, c'est incalculable. Or ce n'est pas cela qui nous importe pour l'émission d'aujourd'hui, même si cela a beaucoup de sens dans une société où il faut utiliser tout ce dont on dispose pour réussir ce à quoi l'on tient. Et justement, ce à quoi tient Audrey Hepburn, c'est le sujet de l'émission et la raison de sa présence, malgré un calendrier et des horaires impressionnants. Audrey Hepburn est ambassadeur pour le compte de l'UNICEF. À ce titre, elle participe aux campagnes de l'organisme international pour sauver les enfants. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une sinécure de stars en mal de bonne image. Je dois dire qu'il suffit pour vous de regarder Audrey pour que cette idée soit impossible. Ni d'une activité qui ne pourrait concerner que des grands de ce monde ou des saints et qui serait interdite au commun des mortels. Non, c'est un point d'ancrage fort, permanent, sans cesse travaillé et repris d'une vie de femme qui regarde autour d'elle et veut être utile. Finalement, le charisme d'Audrey Hepburn, c'est aussi cela. Elle apporta la grâce d'une infinité de sentiments humains au cinéma, elle les vit dans sa vie, et ni les caméras, ni les êtres ne s'y sont trompés, ni la gloire, ni ses dons artistiques, ni le mystère inhérent à toute destinée comme la sienne peuvent y faire quelque chose. Audrey Hepburn, tout simplement, est vrai. Voilà, je tenais beaucoup à ce compliment, Audrey Hepburn. Nous sommes ici tous très très émus de vous recevoir. Ça fait un certain temps que nous espérions que vous pourriez venir. Vous aviez des engagements partout dans le monde entier. Vous repartez très prochainement et pourtant vous avez tenu à faire cette heure et nous y sommes extrêmement sensibles. Alors, quelle est votre mission à l'UNICEF? Merci Frédéric, je dois vous remercier pour cette introduction merveilleuse. J'ai presque envie de partir maintenant et laisser ce portrait tellement gentil avec vos téléspectateurs. Mais je crois que les téléspectateurs arriveront exactement à la même conclusion que moi à la fin de cette heure. Alors Audrey, quelle est votre mission à l'UNICEF? Donc au fond c'est très simple. C'est d'y aller sur place, voir, sentir, et revenir et raconter. Parce que même si la compassion dans le monde est énorme, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est pour ça qu'on dépend tellement de vous, le média, qui vraiment c'est essentiel pour nous. C'est une question de vie et de mort souvent. Ça a été prouvé en Éthiopie par exemple, quand les gens mouraient et personne ne le savait. C'est vrai du Soudan, où il y a eu un long silence, personne ne savait de guerre civile ou de ce qui se passe là-bas. Et finalement, je suis un témoin pour les enfants et pour leurs besoins. Alors un témoin qui est obligé d'être actif, parce que aller au Soudan, c'est pas comme d'aller prendre le thé à la Lorraine à côté d'ici. C'est aller sur des routes qui n'existent pas, des pistes, dans des camions, c'est être pris entre des troupes généralement de gens hostiles les uns aux autres. Enfin, c'est quelque chose d'absolument terrible. Est-ce que vous avez l'impression aussi de faciliter le règlement de problèmes sur place? Par exemple, au Soudan, je crois qu'il y avait une chose qui vous importait beaucoup, c'est qu'il y ait des routes sûres et tranquilles pour amener les secours. Oui, donc, moi je peux faire très peu sur place, mais c'est ce qui est extraordinaire, que les Nations Unies ont négocié cette Operation Lifeline Soudan pour justement amener des provisions, surtout dans le sud du Soudan, où l'année passée, 250 000 de personnes sont mortes tout simplement par la faim.
Ils ont essayé l'année passée, mais n'ont pas eu la permission. On a eu besoin des mois et des mois de négociations. La permission a été donnée et maintenant il y a 8 corridors de tranquillité par où les camions, les avions, les bateaux, les trains peuvent passer, et soit le Nord, le gouvernement, soit les rebelles ont garanti leur passage. Alors ça, c'est un résultat pratique, réel. Oui, mais je dois vous dire tout de suite que s'il y a beaucoup de gens qui ont survécu, même l'année passée, c'est grâce aux gens qui sont là depuis longtemps, comme la Croix-Rouge internationale, comme les Médecins sans frontières, à qui je tiens vraiment à porter hommage, déjà que je suis chez vous, parce que je les ai vus fonctionnant dans un grand camp à El Merem, 4 jeunes gens de Médecins sans frontières qui font des choses extraordinaires, qui sont complètement dédiés aux autres et qui font des choses fantastiques. Alors ça, c'est aller sur place et observer avec cette satisfaction de sentir que les choses progressent. Mais il y a aussi revenir et témoigner. Or, vous consacrez énormément de temps et d'énergie, notamment aux États-Unis, à tenir des conférences, à sensibiliser des gens et à ramasser de l'argent, pour parler. Oui, aussi, naturellement. Mais c'est surtout cette fois dans le Soudan, oui, on a toujours besoin d'argent parce que surtout il faut aussi continuer à leur aider. Et ce n'est pas seulement nous qui le font, il y a plein d'agences humaines et privées et indépendantes qui sont là. Mais c'est aussi expliquer aux gens qu'il y a aussi d'autres façons pour le Soudan, par exemple, d'aider, pas seulement avec l'argent, mais c'est de porter pression sur leur gouvernement pour persuader le gouvernement du Soudan et les rebelles de cesser le feu. On a un cessez-le-feu maintenant pour 1 mois. Et moi, j'espère que c'est le début d'un paix permanente. Parce que finalement, c'est ça le grand mal dans le monde et pour les enfants. C'est la guerre au Soudan, en Amérique centrale, au Liban, au Mozambique, vous voulez. Il y a des milliers d'enfants qui sont réfugiés. Tout ce qu'on peut donner est détruit par la guerre. Trop d'argent est donné au gouvernement pour les armes. Imaginez-vous, cet argent pouvait aller aux pauvres et par conséquent aux enfants. Seulement le Soudan et je crois l'Éthiopie dépensent $1 million par jour pour mener leur guerre civile. Imaginez-vous, c'est ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Alors Audrey, on va rentrer dans tous ces aspects d'une manière assez précise, mais on ne peut pas ne pas faire non plus le détour par Hollywood. Parce que moi, je trouve que Hollywood et Audrey d'aujourd'hui, c'est la même chose et dans le sens le plus exaltant. Alors, un petit détour par Hollywood avec Funny Face. That's for me. Bonjour Paris. Living is easy, the living is high. All good Americans should come here to die. Passage par Funny Face. Je signale aux admirateurs innombrables d'Audrey Hepburn qu'il y a actuellement à Paris, dans les cinémas Action, qui sont des cinémas formidables, consacrés aux plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma américain, qu'il y a précisément un festival Audrey Hepburn. Je tenais à ce qu'on voit cette image parce que toujours quand je réfléchissais pour essayer de raisonner, ce qui n'est pas très raisonnable,
parce que c'est trop fort, parce que ça touche beaucoup les sentiments, de raisonner cet impact formidable que vous avez sur le cinéma. J'ai eu cette idée que tout d'un coup vous êtes apparu au cinéma dans les années 50 en ramenant à Hollywood, qui était la forme d'expression du cinéma la plus forte, une image de l'Europe fragile, gracieuse, mais pleine de force et de civilisation. En fait, tout d'un coup, vous étiez, grâce au cinéma, et les Américains l'ont compris tout de suite, vous étiez cette image d'une Europe qui ne s'était pas laissée abattre par la guerre, et qui en était sortie peut-être fragile, mais avec encore plus de délicatesse, de tendresse et de force. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on voit Funny Face, et à mon avis, Hollywood l'a très bien senti, c'est ce qui a fait notamment cette carrière. Or justement, quand on voit ce qu'a été votre enfance, on voit que cette enfance a été très dure dans la Hollande, occupée par les nazis, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que vous êtes l'exacte contemporaine d'Anne Frank. C'est une chose qui a dû vous frapper, Audrey, aussi. Oui, très fort. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Très fort même, parce que à l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam, où il y avait un professeur merveilleux, russe. Et j'ai vécu dans une maison dans laquelle une chambre était louée à une écrivain juive, avec elle je suis devenue très amie. Et un jour, elle m'a donné quelque chose. Elle m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Et c'était le livre, c'était le diary de Anne Frank en galéforme, dans l'épreuve. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversée. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. C'était vraiment comme si quelque chose s'était passé en moi, parce qu'au fond, on est du même année, on avait le même âge. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Elle décrit tellement bien ce qu'on a passé, même en étant à l'intérieur, parce qu'elle voyait très loin. Et ces passages extraordinaires quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre, et se mesurer sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Mais en lisant ça, ça m'a vraiment profondément touchée, que quelques années après, quand George Stevens faisait le film, il m'a très gentiment demandé de jouer le rôle, j'ai lu le script, et de nouveau, j'étais tellement bouleversée que je n'ai pas pu accepter. Maintenant, j'aurais peut-être aimé le faire, mais je n'étais pas capable. Et non plus tard, quand on m'a demandé de faire la pièce, c'était trop près. Ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que dans votre filmographie, Audrey, vous avez eu des partenaires absolument exceptionnels qui étaient des hommes aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement des stars. Gary Cooper, Fred Astaire, Rex Harrison, Bogart, tout ça, ils ont toujours été perçus, c'est une même catégorie d'hommes, ils ont toujours été perçus par le public comme des stars, mais aussi on était sûr qu'un type comme Gary Cooper, on l'aurait rencontré dans un café, il aurait été sympathique avec vous. Oui. Et de la même manière, parmi les cinéastes que vous avez eus, il y a eu William Wyler, il y a eu Stanley Donen, bien sûr, il y a eu Fred Zinman, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est un homme, un humaniste profond, et il y a eu ce rôle, au risque de se perdre. Oui. Et ça, c'est un rôle qui a compté pour vous. Ça a beaucoup compté comme expérience, surtout parce que Fred Zinman était un perfectionniste, et pour des mois et des mois, il m'a amené partout, dans les hôpitaux, dans les couvents, etc. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Et si vous vous souvenez, il y avait une scène dans un hôpital de lépeuse. Lépreux, oui. Lépreux. Et ça, c'était aussi une expérience extraordinaire de voir tous ces malades bien soignés, et quand même des médecins et des infirmières qui travaillaient là, malgré que c'est une maladie quand même contagieuse. Mais en même temps, Audrey, vous n'êtes pas une sainte. Non, c'est-à-dire pas du tout. Absolument pas. Parce que vous avez joué des rôles dont la psychologie est presque ténébreuse. Je pense à La Rumeur, qui est un très beau film, dans Seul dans la nuit aussi. Vous êtes quelqu'un qui est tout à fait capable, notamment de colère. Colère, une colère douce, mais une colère que rien... Pas si douce, finalement. Pas si douce, hein. Finalement, tout ça, c'était un caractère psychologique qui était très proche
propre à faire ce que vous avez fait ensuite. Est-ce que quand vous meniez cette carrière hollywoodienne extrêmement brillante, est-ce que vous vous intéressiez déjà aux problèmes auxquels vous vous intéressez maintenant? Mais d'abord, je ne crois pas que j'ai amené cette vie hollywoodienne. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Est-ce que j'avais déjà, je pense que vous voulez dire Vous aviez déjà votre mère qui vous avait donné des tas d'exemples Oui. dans votre enfance. Beaucoup parce que, d'abord, on me demande souvent pourquoi je fais ce travail, etc., pour l'UNICEF. Mais pour moi, c'est tellement normal parce que pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose, ou pour les pauvres, ou pour les aveugles. Et c'était tout à fait naturel. Et on ne discutait pas de ça, on ne parlait pas de ça, parce que, je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments, parce que chez nous, c'était une éthique tout à fait normale d'aider les autres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. C'est ce qu'à l'époque n'était pas très populaire comme idée, parce que le Vietnam devait être oublié à l'époque. Et malheureusement aussi leurs malades après. Mais c'était tout, ça allait sans dire, si vous voulez. Et pour moi aussi, quand on m'a demandé de faire ça, c'était tellement normal, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde aimerait faire. Mais moi, j'ai eu la chance d'être offert l'opportunité. Alors Audrey, puisque nous allons maintenant beaucoup parler d'enfance, après avoir peut-être, je pense, un peu mieux senti comme tout était déjà présent dès le départ dans votre démarche, je vous propose d'écouter une petite pièce de musique. Alors nous avons avec nous des jeunes musiciens qui ont formé une formation classique qui a choisi d'interpréter le grand répertoire lyrique et symphonique du 19e siècle. Et pour vous, aujourd'hui, Sortie d'artiste, c'est leur nom, Sortie d'artiste, c'est très joli, a choisi de jouer Jeux d'enfants de Georges Bizet. On ne pouvait faire une plus adaptée à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était formidable. Alors, ces enfants, au Mexique, en Amérique centrale, au Soudan, vous allez leur apporter de la nourriture, vous allez leur apporter du réconfort, et puis vous témoignez pour eux aussi aux États-Unis et à tous les lieux
où vous avez l'occasion de pouvoir le faire. Mais en même temps, ce genre d'assistance peut soulever des critiques et ce n'est pas facile à organiser. La première question, c'est comment parvient-on à rester apolitique? Je pense que ça c'est très facile, parce que on parle pas de politique d'abord, et tout le monde aime les enfants. Et justement, je me rappelle quand je suis revenue de l'Éthiopie, on m'a même attaqué: comment vous amenez l'aide dans un pays marxiste, etc. Mais ça, c'est comme si on demandait à un enfant qui a un accident dans la rue, quelle politique était son père. On ne peut pas penser comme ça. Il faut aider les enfants à survivre, et n'importe quelle religion, quelle politique. Et c'est la beauté justement de toutes ces agences et aussi de l'UNICEF qu'on est apolitique. Alors, on fait souvent ne vous étonnez pas, on est en direct. Alors, de temps en temps, il y a des bruits, il y a des caméras qui s'approchent. Tout de même, on reproche quelquefois, on dit, en apportant de la nourriture dans tel pays, finalement, on aide, on soutient un régime terrible qui est à l'origine des malheurs, justement, qui frappent les enfants. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il faut sauver les enfants d'abord? Sûrement. Et d'abord, nous, au moins, nous n'apportons pas l'aide au régime, au gouvernement. Notre aide va directement aux enfants. Même l'argent n'y arrive pas. Ça va en matière directe. Médicaments, assistance technique, des perceuses pour des puits, comme vous voulez. Et je trouve tout à fait inacceptable de ne les pas aider. C'est illogique, inhumain, et je pense une théorie complètement sans amour. Et est-ce que cette personne qui dit ça, est-ce qu'ils auront dit la même chose après l'Arménie, de ne pas aider les gens? Est-ce qu'ils auraient dit la même chose après la dernière guerre mondiale, quand toute l'Europe était en miettes, quand on n'avait pas d'infrastructure? Quand on n'avait pas d'infrastructure, pas de façon de s'aider, quand 20 millions de personnes étions sans abri. Nous, on a été aidés. En fait, c'est un choix, le premier choix, c'est-à-dire un choix entre la vie et la mort. Absolument. Comment faites-vous, malgré tout, dans ce climat, quand vous êtes prise entre les armées des uns et les armées des autres? Comment est-ce qu'il y a des moments où on doit avoir une sorte de découragement? Mais je ne suis pas découragée par les armes, parce que d'abord on est très protégé avec un drapeau des Nations Unies, et on ne pense pas à ça. On pense avant que ce sera peut-être un peu difficile, mais une fois qu'on est là, on n'y pense plus. Et j'ai peut-être plus peur de traverser les Champs-Élysées que j'ai dans ces occasions-là. Mais qu'est-ce qui était la seconde partie? Le découragement? Non, c'est ce qui me décourage quelquefois, hein. C'est l'immensité des choses, la quantité des choses, la quantité d'animaux qu'on a détruits, les forêts qu'on a détruits, les 100 millions d'enfants qui vivent, travaillent et meurent dans la rue, les centaines de mille d'enfants qui sont réfugiés dans des camps. Comment est-ce qu'on ne peut pas essayer au moins de leur aider? Alors il y a des gens pas du tout égoïstes ou méchants, sans doute même des gens qui ont fait ce que vous avez fait pendant longtemps, avec des arguments, qui disent il faut surtout rien faire. Parce que, en fait, en faisant, c'est toujours le même reproche, la même critique, en faisant, on conforte finalement des situations qui vont faire perdurer la situation. Il vaut mieux ne rien faire, et comme ça, il se passera quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, on n'a rien fait pendant des siècles. D'abord, avec les colonies, les gens étaient pauvres, ils sont aussi pauvres aujourd'hui, sinon peut-être plus encore. Parce que maintenant, tous ces pays ont des dettes extérieures qui s'ajoutent à leur misère. Comment pas leur aider? Votre
pas les aider, oui. Oui, non, mais toute votre question, C'est c'était... ne rien faire. Oui. Les gens qui ne veulent rien, qui disent qu'il ne faut rien faire. Mais alors, comme je disais avant, est-ce qu'il faut alors laisser mutiler encore 1 demi-million d'enfants cette année par le polio? À quoi ça aide? À qui? Est-ce qu'il faut laisser devenir aveugles les enfants qui n'ont simplement pas de vitamines? Alors, il y a une autre idée. Non, mais moi, je suis tout à fait convaincu par vous. Je pense que, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est d'agir. Et que chaque acte, même perdu dans l'immensité Et des c'est problèmes... allé trop loin. Ils ne peuvent plus s'aider toutes seules. Et pensez pas qu'ils sont là, assises, avec une main en demandant. Ils demandent rien. Ils essaient de survivre et ils le font. Parce que plus pauvres et plus de misère ils ont, leur résistance est incroyable. Ils vivent de feuilles et je ne sais pas, des radis, c'est ce qu'ils mangent pour arriver dans ces camps, par exemple. Et souvent, ils arrivent au bout de leur résistance. À Mouglade, par exemple, il y a eu une famille de 3 personnes qui sont arrivées pendant qu'on était là. Le père, mère et enfant, le père était le pire des 3. Les infirmières ou l'assistance l'ont assisté tout de suite. Et pendant qu'on le regardait, la mère et l'enfant est mort. La même nuit à Mouglade, il y a 13 personnes qui sont mortes de soif. Parce qu'il y a de l'eau, mais pas assez. Et les camps sont tellement grands. Alors, est-ce qu'il faut les laisser mourir de soif, simplement? Parce que je ne crois pas. Parce qu'alors, il faudrait dire à nous tous de rester à la maison. C'est contre la nature. Est-ce que les médecins sans frontières vont tous rentrer chez eux? Est-ce que tous ces gens qui sont là, qui donnent tout leur temps et tout leur cœur, leur vie, si vous voulez, est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? C'est même pas pensable et inacceptable. Alors Audrey, vous êtes extrêmement éloquente. Je suis sûr que les gens qui vous regardent là sont extrêmement impressionnés par la manière dont vous développez ces arguments. Il y a une autre chose que vous avez effleurée tout à l'heure et je trouve que ça vaudrait la peine qu'on y revienne un petit peu. C'est que faire ce que vous faites, ça se rattache à toute une chaîne de compréhension. Ça veut dire, sauver les enfants, c'est aussi refuser qu'on tue les éléphants, c'est aussi faire prendre conscience aux gens du problème du sida. Un pays comme le Burundi, par exemple, en Afrique, actuellement, est en train d'être naufragé avec le sida. Un enfant sur 3 est séropositif. Tout ça, c'est une chaîne. Oui. Non, et n'oubliez pas, ça sera très long avant qu'on arrive, et on arrivera un jour. Mais entre-temps, ceux qui disent il ne faut rien faire, alors est-ce qu'il faut laisser disparaître les éléphants? Est-ce qu'il faut laisser détruire tous les forêts avant qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'il faut arrêter de faire la recherche sur le cancer et la recherche pour le sida qu'on n'a pas encore de remède? Un jour on l'aura, mais c'est long, mais on ne peut pas s'arrêter. Alors cette éloquence que vous avez, Audrey, c'est très frappant, c'est très beau aujourd'hui parce que vous êtes finalement intimidé. Vous êtes intimidé, ça veut dire qu'on est en train de toucher des choses qui concernent votre vie au plus profond. Cette manière d'être, cette éloquence, vous arrivez à la déployer partout. Et on a notamment retrouvé des documents où vous êtes avec des officiels et puis devant une foule aussi et vous essayez de leur faire prendre conscience de la nécessité de cette lutte. Alors on regarde ce document. Büyük sanatçı ama şu anda çocuk sevgisiyle aramızda UNICEF elçisi Miss Audrey Hepburn. It is a great privilege for me to be here in Turkey to celebrate with you the International Day of the Child. This is a country that loves the two most important things in the world: peace and
Alors, moi, quand je vois ces images, je pense à énormément de choses différentes. D'abord, tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. C'est-à-dire une mère de famille avec 3 enfants en France, dans un appartement, avec son mari qui a un emploi pas très rémunéré, qui regarde ces images. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? D'abord, je pense que la chose plus importante est de comprendre et de aimer. D'aimer ces enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. Et s'il y a l'opportunité de donner 1 franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Je vous parlais avant, par exemple, des enfants qui deviennent chaque année, 1 demi-million d'enfants deviennent aveugles à cause du manquance de vitamines. Nous, on leur donne, où on y arrive, 2 capsules de vitamine A par an, et ça coûte 4 centimes américains. Pensez-vous, avec 1 franc, combien d'enfants peuvent avoir la vue pour la vie? Alors ça, c'est une chose. Une petite chose. Il suffit de savoir Oui. et de vouloir connaître. Il suffit de vouloir déjà. De vouloir et pas, peu importe s'il l'envoie à l'UNICEF, je suis ravie, mais c'est aux Médecins Sans Frontières, à Irish Concern, au Norwegian People's Aid. Il y en a tellement. L'important, c'est que l'argent arrive. Alors ça, c'est une chose. La deuxième, on voit là sur le téléviseur à côté de vous défiler des images où on vous voit rencontrer des officiels, des gens importants, etc. Vous avez évidemment conscience du fait que vous avez une sorte d'arme formidable avec votre célébrité. C'est une arme. Mais l'arme beaucoup plus importante, c'est l'enfant. Tout le monde aime les enfants. Et même dans le pire des cas, quand on parle des terribles régimes, il n'y a aucun régime qui systématiquement veut tuer ou faire du mal aux enfants. Et ça, c'est l'arme plus importante, parce que tout le monde aime un enfant, tout le monde veut aider un enfant. Mais alors, ça ne marche pas toujours quand même. Il y a des négociations. On vous voit, vous négociez pied à pied. Je sais qu'au Soudan, ça a été très compliqué d'installer ces routes de la tranquillité. Oui. Qu'est-ce qui empêche les hommes qui ont tous finalement le même but, sauver les enfants, qu'est-ce qui les empêche de se mettre d'accord? Et qu'est-ce qui vous permet, à vous et à tous les gens qui vous entourent, qu'est-ce qui vous permet quand même d'arriver à quelque chose? Donc, ce ne sera pas moi, mais c'est les représentants des Nations Unies qui sont là, et M. Grant, notre directeur de l'UNICEF, qui ont fait ces négociations. Et je crois que justement, la raison pour laquelle ils ont réussi cette année et pas l'année passée, quand ils ont aussi essayé, c'est parce que l'année passée, 250 000 de gens sont morts de faim au Soudan. Et je crois que c'était quand même une surprise, même pour eux. Ils n'ont pas envie que ça se repasse, que ça se refait. Et surtout, les yeux de tout le monde est sur eux maintenant. Alors, et à ça, justement, le média sert beaucoup. Parce que personne n'a envie d'être jugé pour avoir tué des milliers et milliers d'enfants. Alors justement, j'en venais à ça, l'importance des médias. Oui. Alors, cette importance, elle est double, elle est quelquefois dramatique quand les médias oublient ou que ça passe de mode. Je pense aux boat people, Voilà. par exemple. Il y a toujours énormément de boat people. Oui. On n'en parle plus. Oui. Et en même temps, les médias sauvent. Est-ce que vous avez un plan média? Est-ce que vous vous dites, il faut que j'aille là vite parce qu'en y allant, les gens vont me suivre, on va en parler? Non, sûrement déjà 2 fois, l'UNICEF m'a envoyé dans 2 endroits oubliés. Parce que l'Éthiopie, quand ils ont eu leur seconde sécheresse, c'était impossible d'attirer l'attention. Soit pour collectionner de l'argent, soit pour envoyer quelque chose. Parce qu'ils pensaient qu'en 85, c'était réglé et qu'ils avaient déjà donné. C'était vrai. Mais il y avait un sécheresse beaucoup pire que la première fois. Et en m'envoyant, et puis après en Amérique, et j'ai refait tout le tour du média, ça nous a aidés énormément. Et dans le Soudan, il y a eu un silence complet. Il y a très, très peu de gens qui savent qu'il y a cette guerre civile, un des plus brutales de l'histoire de l'homme. Vous dites qu'il nous a aidés, et ça vous y tenez beaucoup. Oui. On a l'impression que vous êtes heureuse et fière de faire partie Mais d'une oui. organisation. Mais le média a sauvé des milliers et des millions de gens en Éthiopie. On est arrivé tard la première fois. Déjà 1 million de gens étaient morts. On a l'impression aussi, non seulement que vous êtes fiers de faire partie d'une organisation, vous dites toujours « nous », c'est-à-dire c'est la petite Audrey Hepburn qui est ambassadrice parmi beaucoup d'autres, ça Je c'est suis une pas chose. si petite quand même. Pas si petite quand même, coriace quand même. 1,67 m. Oui, bon.
Et la deuxième chose, on a l'impression qu'il y a un très grand investissement affectif. C'est-à-dire que le Soudan, quand vous en revenez, eh ben vous y continuez à y penser tout le temps. Je continue à penser et les aimer, où j'étais aussi en Amérique centrale. Et comme je vous disais avant, ne pensez pas que ce sont des gens là, assises, demandant le piquet. Les enfants sont gais, et surtout les enfants soudanais sont très expressifs et très affectueux. Et une fois qu'on les a tenus dans les bras, on les oublie plus jamais. Tous ces enfants, ils ne savent pas qui vous êtes? Non, heureusement. Heureusement, mais moi je sais très bien qui ils sont. Alors moi, je sais un petit peu maintenant qui vous êtes, et je voudrais vous retrouver aussi à travers une image de film. Une autre image de film, Oui. c'est My Fair Lady. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all Voilà, c'était un extrait de My Fair Lady. Et je voudrais qu'on continue à parler de l'enfance. My Fair Lady, bien sûr, parce que bon, ça a été un de vos grands films, et que c'était sous forme de comédie musicale et légère, magnifiquement mise en scène par Georges Cukor. C'était justement toutes les palettes de votre caractère. Vous étiez les deux personnages. La jeune fille de la rue qui devient une grande dame. C'est-à-dire que vous savez tout faire, en fait. Mais ça, c'était très frappant. C'est que j'ai eu un grand écrivain, George Bernard Shaw, qui a écrit un personnage avec tous ces facettes, justement. Alors, il y a une autre chose que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que par un étrange hasard, ce film, qui est un des joyaux de l'histoire du cinéma, n'avait pas été nominé par les Oscars. Et bizarrement, la personne qui a remis l'Oscar de la meilleure actrice, qui aurait très bien pu lui revenir cette année, et qui l'a fait en souriant et avec son élégance coutumière, c'était Audrey Hepburn, en le remettant à Julie Andrews. Et ça, c'est un petit coup de chapeau, parce que c'est une telle marque d'élégance morale, que quand j'ai lu ça dans votre biographie, ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si au César, en France, actuellement, c'est un genre de choses qui se pratique. Sûrement. Vous croyez? Vous êtes optimiste. Alors, revenons à l'enfance. L'enfance, c'est symboliquement, finalement, l'enfance est la plus atteinte. Et je sais que vous participez de très près, vous étudiez de très près ce projet d'une déclaration des droits de l'enfance. Il y a notamment un projet aussi de convention sur les droits de l'enfance, avec tout un ensemble de principes, de déclarations qui seraient mises en place. Alors j'en ai noté quelques-uns. L'enfant a dès sa naissance droit à un nom et à une nationalité. Les enfants doivent protéger les enfants les États doivent protéger les enfants contre les violences et négligences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ou l'exploitation. L'enfant a droit au repos et au jeu. Ça, j'aime beaucoup ça. La peine de mort et l'emprisonnement à vie ne peuvent être prononcés pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. Aucun enfant ne doit participer directement à des hostilités. Les enfants affectés par un conflit armé doivent bénéficier de protection et de soins. On est loin du compte quand même. Et à ça, on pourrait ajouter tous les enfants qui sont vendus chaque année pour soi-disant être adoptés. Il y a des documents très précis sur des bébés nés qui on enlève de leur mère et on dit à la mère qu'ils sont nés morts et qui sont alors vendus à un grand prix en Europe, par exemple. Ça se passe en Colombie, en Amérique latine, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours
montrer, apprendre et connaître. Oui, justement, ces déclarations ont été faites, ça fait 10 ans, et on espère beaucoup que cette année, ça sera accepté et la convention sera signée par toutes les nations. Et naturellement, ça ne veut pas dire parce qu'on signe une convention que tout de suite tout sera réglé. Mais au moins, il y aurait des lois. Je crois que très peu de personnes réalisent que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. On peut enlever des enfants et leur vendre en prostitution. On peut les encore faire le soldat en Iran ou en Liban où c'est et les faire travailler. Et ça se passe aussi en Europe. Des enfants qui travaillent encore dans des sweatshops et trop jeunes. En même temps, vous êtes toujours tout à fait partisante de respecter les traditions de la civilisation de l'enfant. Et il a notamment le droit de rester évidemment dans sa culture. Dans sa culture, et surtout que l'enfant a le droit à s'exprimer. Parce que souvent un enfant voudrait. Il y a souvent, par exemple, que la loi enlève un enfant à sa famille. Parce que la loi décide que c'est peut-être pas une très bonne influence. L'enfant veut presque jamais partir de chez lui. Il y a naturellement le fait des enfants qui s'en vont pour des raisons différentes. Quelquefois pour des raisons sociales, mais presque toujours, surtout aux Indes et en Amérique latine, pour survivre. Et ça, c'est une autre tragédie. Et ces enfants aussi doivent être protégés. Et pas mis dans des institutions, mais donner le respect, la protection qu'ils ont. Par exemple, l'UNICEF a plusieurs maisons ouvertes pour ces enfants où ils peuvent venir, aller librement, où on leur donne à manger, on leur donne des leçons si nécessaire. Mais ils peuvent partir, travailler ou rester. Il y en a beaucoup qui restent, il y en a qui vont et qui reviennent. Audrey, on a l'impression que pour arriver à s'engager dans tout cela, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut connaître les régimes dans lesquels on est. Vous étudiez, vous avez des notes, vous faites des briefings, vous lisez beaucoup. Donc, je lis naturellement beaucoup les journaux sur les faits, des choses qui se passent dans d'autres pays. J'ai lu énormément sur tout ce que se passe dans ces pays. Impossible à tout faire. Je travaille pour l'UNICEF depuis 1 an, mais vraiment avant d'aller en Éthiopie, par exemple, j'ai lu pendant 2 mois. Et ça continue aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et j'apprends toujours et c'est ça qui m'encourage beaucoup. C'est ce qu'on fait. Parce que certes, on est bouleversé par cette misère apocalyptique, souvent. Mais quand on voit sur place ce qui se passe, les écoles pour les enfants, les centres de santé, les vaccinations, si vous savez qu'en 1974, il n'y avait que 6% des enfants dans le tiers-monde vaccinés contre toutes ces choses, que nos enfants sont protégés, toutes ces maladies rémédiables, si vous voulez. Et aujourd'hui, 60%. Ça leur donne quand même l'opportunité de grandir et d'essayer d'avoir une vie normale. Alors, Audrey, nous avons, dans cette émission, nous arrivons presque au 2e tiers de l'émission, nous avons une petite tradition, et puis nous avons un enfant ici, un enfant charmant qui s'appelle Lila. Alors Lila a l'habitude, au 2e tiers de l'émission, de nous donner quelques nouvelles. Vous voyez, elle est comme vous, elle a beaucoup lu. C'est plus la peine de la protéger. Bonjour. Cette affiche éditée par l'UNICEF est notre objet du jour, puisque c'est bientôt la fête des mères. Il y a des pays où il est doux d'être mère, et d'autres où cela peut être dramatique. Aujourd'hui, il y a 700 femmes qui meurent pour 100 000 accouchements dans le tiers-monde et 12 dans les pays industrialisés. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et suffisent à justifier l'action de l'UNICEF. Créée à la fin de la Première Guerre mondiale, sa vocation première est aujourd'hui de venir en aide aux enfants et aux mères du monde entier. 5 objectifs précis résument son action: la vaccination, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'éducation et le développement. Si vous voulez participer à cette action, envoyez vos dons au Comité français pour l'UNICEF, 35 rue Félicien David, 75 016, Paris, CCP 150. Pour tout renseignement, composez le 45
24 60 00. Nous vous signalons également que l'UNICEF édite 5 fois par an un journal, Les Enfants du Monde. L'exposition 66 affiches pour les droits de l'homme a lieu jusqu'au 14 juillet au couvent des Cordeliers dans le 6e à Paris. 66 graphistes de renommée internationale, de sensibilités et de cultures différentes y ont participé. En complément à cette expo, Artis 89 édite un livre pour les droits de l'homme, Histoire, Images, Paroles. 2 autres livres, Cinéma et littérature par Philippe Parrer, le cinéma de Hollywood aux éditions Bordas. Audrey Hepburn est aussi photographiée par Sanford Roth dans un bel album de photos souvenirs, Portrait années 50 aux éditions Albin Michel. Remerciements à Roberto Fabrice et à Ogi Perrin. Et avant de nous quitter, j'embrasse particulièrement toutes celles et ceux qui se dévouent chaque jour, chaque heure, pour que les autres aient un avenir meilleur. À bientôt. Merci Lila. Alors c'est Lila toujours qui conçoit sa séquence. Merci infiniment. Et elle l'a conçue en pensant à vous, Audrey. Alors il y a une chose qui me frappe beaucoup dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a un refus, alors là très très violent, un refus presque révolutionnaire chez vous de la fatalité du malheur. Il n'y a pas de fatalité du malheur selon Audrey Hepburn. Est-ce que je me trompe? Je crois pas, vous voulez dire dans le sens que... Le malheur est inéluctable et que voilà... Ah non, non, mais c'est vrai que les désastres naturels, on peut... Je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui les envoie, mais on peut très peu faire, au moins avant. Après, oui. Et ça, on a vu après l'Arménie, de tous les pays, l'aide est arrivée. Tandis que les autres désastres sont faits par l'homme. Les animaux qui sont extincts, oui. les forêts, etc., la faim, c'est les résultats de pauvreté. Parce que la sécheresse ne doit pas nécessairement amener la faim. C'est parce qu'ils ont de l'eau trop profonde. Ou quand il pleut, ils ne peuvent pas le contenir. Mais c'est parce qu'ils sont tellement pauvres en Éthiopie ou en Amérique centrale qu'ils n'ont pas à boire. Moi, j'ai eu des moments merveilleux en Mexique et en El Salvador, par exemple, où ils ont inauguré pour la première fois une pompe qui amenait de l'eau pour la première fois dans une petite commune dans les montagnes où personne n'y va jamais. Ils n'ont jamais, pas en 400 ans, eu de l'eau près. Les femmes sont les esclaves de l'eau. C'est eux qui marchent des kilomètres chaque jour et des heures pour prendre de l'eau et qui n'ont plus de temps ni la santé pour soigner leurs enfants. Moi, j'y crois pas. J'y crois dans notre contribution d'abord à ce fait, parce que je pense que nous, on s'est quand même enrichi dans ces pays. Et peut-être nous, on ne serait pas si riches aujourd'hui si on ne l'aurait pas fait. Et je crois que c'est aussi à nous de ne pas dire, bon, on ne peut rien faire et c'est inéluctable. C'est inévitable. Nous, on peut éviter, on peut sûrement améliorer. Parce que j'ai vu trop d'exemples. Oui, c'est ça. Vous avez vu trop d'exemples aussi. Vous, contrairement à un certain discours pessimiste, vous considérez, et là vous êtes très ferme là-dessus, que les choses, malgré tout, peu à peu, très lentement, très petit, mais vraiment s'améliorent. Un très bon exemple de ça, c'est par exemple qu'en Éthiopie, il y a plusieurs centres agricoles où l'UNICEF, avec le gouvernement, avec d'autres agences, ont amené l'eau. J'ai visité ces endroits. Ce sont des oases. Il y a de l'herbe, il y a les légumes, il y a maintenant les animaux qu'on a remplacés après le 85, ils ont tout morts. On a ressemé. Avec de l'eau au centre, il y a 200 familles qui vivent là et qui n'ont pas eu besoin d'aide, d'émergence la seconde fois. Donc ce sont des exemples encore pas assez... comment est-ce qu'on dit? Il n'y en a pas encore assez. Mais ça existe. Ça existe. Qu'est-ce que pensent vos enfants, par exemple, de ce que vous faites?
Parce qu'on vous imagine, si on ne sait pas, on vous imagine dans une vie... on est sûr que c'est une vie qui est belle, que ça doit y avoir de belles maisons, il doit y avoir de belles choses, il doit y avoir des fleurs. On imagine plein ça, de fleurs. oui, des fleurs, des animaux familiers. On imagine que ça doit être vraiment très très sympathique. Vos enfants, quand ils vous voient quitter cette vie-là pour partir pendant un mois sur les pistes du Soudan ou d'Amérique centrale, qu'est-ce qu'ils disent? Maman, tu en fais trop? Oui, je dois dire, la dernière fois, le plus jeune a dit, écoute, maman, ça suffit pas comme ça, repose-toi un tout petit peu. Mais ils sont très, très supportive, très, très enthousiastes aussi. Et surtout, qu'ils rencontrent jamais le monsieur qui dit, ah, il n'y a rien à faire, il faut les laisser faire. Un enfant ne sera jamais d'accord avec ça. Vous allez dans une école à Paris, vous demandez, est-ce que c'est mieux de laisser mourir ces enfants? Ils vont vous répondre. Alors je vous propose, chère Audrey, de retrouver encore nos amis de sortie d'artistes, qui étaient des enfants il n'y a pas très longtemps. Ils étaient d'ailleurs un peu dissipés tout à l'heure sur le plateau. Bon. De retrouver ces enfants, ces ex-enfants, dans l'ouverture de Fortunio d'André Messager.
Bravo et merci beaucoup. C'est très très bien. Alors on arrive presque au terme de cette émission, Audrey. Je voudrais, pourtant j'aurais tellement d'autres questions à vous poser. D'abord une première question. De temps en temps on tombe sur des alliés inattendus. Tel général dans telle province perdue d'Afrique qui tout d'un coup, dont on a dit qu'il était terrible, et puis vous arrivez en face de lui, vous arrivez à lui parler, et puis il vous aide. Ça arrive ça, on tombe sur des gens dont on pense qu'ils ne pourraient pas vous aider, et puis ils vous aident. Vous voulez dire au Soudan, par exemple? Au Soudan, ou tel milliardaire américain qui n'avait jamais donné d'argent et qui tout d'un coup en donne. Je ne le connais pas, l'Américain qui l'a fait, mais je suis sûre qu'ils le font. Non, mais les Américains sont extrêmement généreux. Et d'ailleurs tout le monde. Mais non, comme je vous disais avant, même comment est-ce qu'on dit ça, les personnages importants dans tous ces pays, ils ont tous envie d'aider un enfant. Donc c'est pas difficile. Est-ce que quelquefois vous n'êtes pas frappé aussi du fait qu'il y a des progrès qui sont pervers? Prenez par exemple l'allaitement maternel. Dans les années 60, on a dit c'est beaucoup mieux, on va vous apporter du lait en poudre, et puis comme ça les enfants seront encore en meilleure santé plutôt que d'épuiser leur pauvre mère, etc. Et le résultat, c'est que finalement les femmes ont perdu l'habitude dans certains endroits d'allaiter leurs enfants maternellement, et puis il n'y a plus de lait en poudre, donc les enfants sont morts. Est-ce que vous êtes consciente aussi de ça, qu'il faut être à la fois très attentif et très prudent? Oui, mais c'était injuste de leur conseiller ça. Numéro 1, parce que l'eau est mauvaise. Et souvent, presque toujours polluée. Et si on ne porte pas ça à une certaine température, naturellement, le lait est mauvaise. En plus, il faut très régulièrement et très précisément peser tout ça. Comment voulez-vous qu'ils fassent ça? Souvent, ils n'ont même pas des assiettes, même pas quelque chose pour bouillir l'eau. Peut-être même pas assez de bois pour faire un petit feu. En plus, même dans des pays où c'est possible, je crois que la connaissance de ces choses a progressé et qu'on sait et qu'on reconnaît l'importance du sein de la mère. Numéro 1, parce que c'est hygiénique. Il n'y a pas de microbes. Numéro 2, parce que c'est un repas complet pour l'enfant. Il y a tout ce qu'on peut imaginer de bien pour l'enfant, les protéines, etc. Et le plus long qu'ils peuvent allaiter, on dit, les enfants, le mieux c'est. Naturellement, parallèle avec ça, il faut nourrir la mère. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que nourrir un enfant sans être nourri soi-même. Et en effet, on voit souvent, et ça j'ai vu beaucoup, des enfants qui prennent le sein et qu'il n'y a rien dedans. Est-ce que l'Audrey Hepburn d'aujourd'hui, c'est Hollywood, c'est la Suisse ou c'est une Soudanaise? Non. Mais c'est la même personne où je suis. Ça a toujours été la même personne. Mais oui, ça ne change pas ni avec les années, ni avec les endroits, ni avec le métier. J'ai toujours aimé les enfants, j'ai adoré le cinéma, j'ai toujours aimé la nature, la campagne, les arbres, les animaux. Et tout ça, c'est encore là. Et tout se tient là aussi. C'est-à-dire si Audrey Hepburn, on le voit là aux caméras, est toujours aussi belle, nette, précise, c'est parce que c'est important ça aussi. Je ne sais pas, parce que moi je ne sais pas, vous êtes gentil, Frédéric. Mais une image, un glamour hollywoodien, ça reste important aussi. Ah oui, parce que j'apprécie beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Imaginez-vous, j'aurais jamais eu les merveilleuses expériences, la vie, ni la sécurité que j'ai eue grâce à ma carrière. Audrey, alors on arrive vraiment pratiquement à la fin, mais je voudrais vous montrer encore une séquence à laquelle je tiens pendant ce mois de mai. On défend dans cette émission les livres d'art. Les livres d'art parce qu'on les achète à Noël et puis en général on ne les achète pas le reste de l'année. Alors pendant cette émission, pendant le mai du livre d'art, on montre quelques livres d'art. Oui, Ça dure 2 plaisir. minutes, mais c'est intéressant. Oui. Alors la librairie de la Main Gallimard, qui est une des plus vieilles de France puisqu'elle a été créée en 1710, a choisi 2 très beaux ouvrages, dont le premier est de Roberto Longhi, Piero della Francesca, chez Azan. Et je lui donnerai 3 qualificatifs. Le premier, c'est qu'il est élégant
étant donné la typographie et les illustrations qui sont superbes. Le second, c'est qu'il est savant, parce que la personne qui a fait ça dans un langage très poétique est un grand spécialiste de Piero della Francesca. Et le troisième est qu'il est passionnant, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, et qu'en plus de ça, c'est un régal à regarder. Les illustrations noires sont superbes, et celles en couleur sont aussi très belles. C'est un grand ouvrage, à mon sens, c'est peut-être le plus important sur Piero della Francesca. Et nous l'aimons beaucoup. Je le recommande vivement, pour tous ceux qui l'aiment. Le second, ce sont les orientalistes de l'école italienne de Caroline Juller, aux éditions ACR, qui est le 5e d'une série sur les orientalistes. Alors, bien entendu, c'est le 19e siècle. On ne peut pas citer, il y a plus de 100, 120 personnages qui sont référencés. On ne peut pas tous les citer, mais on peut en citer quand même au moins 3 qui sont Francisco Hayez, ensuite Pasini Alberto, et alors le 3e personnage, c'est Monsieur Fortuny, qui a fait, entre autres que ses peintures, qui a vécu avec D'Annunzio, Laduse, etc., et qui a fondé une entreprise d'impression sur tissu et stylisme de mode qui ont été, en son temps, quelque chose de très révolutionnaire et de passionnant. Je conclurai en disant que si on aime les orientalistes et l'école italienne, il faut absolument lire celui-là. Quant à Piero della Francesca, on a tout lu sur lui quand on a lu celui de M. Longhi. Et nous aimons aussi Audrey Hepburn et nous sommes bien désolés maintenant de devoir la quitter. Alors je crois, Audrey, que vous aviez prévu de nous lire 2 petits poèmes qui résument bien le climat de l'émission d'aujourd'hui. Alors ils sont en anglais et je crois... ou 2? 2, allez, on lit les 2. Écoutez, c'est pas un poème au fond. C'est une lettre qui a été écrite, qu'on m'a envoyée maintenant, ça fait quelques semaines, par un homme merveilleux en Amérique, un homme qui est né dans l'endroit plus pauvre de New York, et que, grâce à son intelligence, sa grande humanité et son sense of humor, il était professeur d'école, est devenu très connu et très aimé en Amérique. Et c'est une lettre qu'il a écrite à sa petite fille, dès le moment qu'il a su qu'elle était née. En plus, il savait qu'il n'allait pas vivre très longtemps. Et c'est un très beau message pour tous les enfants, et surtout le début pour les petites filles. Là, d'abord, il donne des conseils de beauté. Time-tested beauty tips. For attractive lips, speak words of kindness. For lovely eyes, seek out the good in people. For a slim figure, share your food with the hungry. For beautiful hair, let a child run his fingers through it once a day. For poise, walk with the knowledge that you'll never walk alone. Magnifique. Et puis il continue. We leave you a tradition with a future. The tender loving care of human beings will never be obsolete. People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed, and redeemed, and redeemed, and redeemed. Never throw out anybody. Remember, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of your arm. And as you grow older, you'll discover that you have 2 hands, one for helping yourself and one for helping others. Your good old days are still ahead of you. May you have many of them. Sam Levinson. Merci infiniment, Audrey Hepburn. Je pense que beaucoup de gens parlent anglais, auront compris le sens de ces 2 poèmes. Moi, je voulais juste citer encore une petite phrase, mais cette fois-ci, elle est de vous. Vous l'avez écrite dans un livre. Les années 50 avaient un parfum de chaleur. Une fois encore, nous avions la chance de pouvoir être optimistes à propos du futur. Le monde fonctionnait encore. Et puis, par-dessus tout, il y avait une merveilleuse qualité d'espoir, née de la sécurité et de la reconnaissance pour ces 2 grands luxes, la liberté et la paix. Vous écriviez ça à propos des années 50, au moment où le monde vous a découvert, Audrey Hepburn. C'était un plaisir, aujourd'hui,
au cours de cette émission de voir que vous êtes toujours resté fidèle à ces deux idées, la liberté et la paix. Merci Audrey. Merci infiniment.